Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Voici les titres de cette édition. Il se tient à Genève en Suisse la 71e Assemblée mondiale de la santé, une rencontre de haut niveau avec environ 7000 participants venus du monde entier. La question essentielle cette année porte sur les résistances aux agents anti-infectieux. Avant l'ouverture officielle, les pays de l'espace francophone se sont retrouvés pour plancher sur la problématique. Dans cette édition, nous allons nous intéresser à la zone économique spéciale entre Korogo, Sikasso et Bobo-Dioulasso, un modèle de développement tiré par les collectivités locales qui est une réalité après la signature de la déclaration du Premier ministre ivoirien, malien, burkinabé à Sikasso au Mali. Le chef de l'État sortant du Venezuela, Nicolas Maduro, a été déclaré hier dimanche vainqueur de la présidentielle par l'autorité électorale avec près de 70% des suffrages après le dépouillement de la quasi-totalité des bulletins de vote. Voilà, nous vous le disions dans nos titres, il se tient à Genève en Suisse la 71e Assemblée mondiale de la santé, une rencontre de haut niveau avec environ 7000 participants venus du monde entier. La question essentielle cette année porte sur les résistances aux agents anti-infectieux. Avant l'ouverture officielle, les pays de l'espace francophone se sont retrouvés pour plancher sur la problématique. La ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Raymond Goudou-Kofi, a présenté le modèle ivoirien. Le reportage de Kouassi Mamadou dans nos prochaines éditions. Ici, en Côte d'Ivoire, le pays, après avoir éradiqué la poliomyélite, travaille pour l'élimination de la rougeole qui fait encore des victimes. Pour mettre fin à la propagation de cette maladie, la coordination du programme élargi de vaccination du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a invité les acteurs du secteur à Yamoussoukro pour réfléchir sur la question. Soro Corona, RTI Boaké. Depuis 2015, la Côte d'Ivoire est libérée de la poliomyélite, selon le programme élargi de vaccination. Si cette maladie invalidante a été boutée hors des frontières ivoiriennes, la rougeole, maladie diarrhéique, continue de faire des victimes. Aucune région du pays n'est à l'abri de la rougeole. En ce qui concerne la rougeole, c'est malheureusement une maladie qui continue de sévir dans notre pays. Nous avons des couvertures vaccinales qui sont relativement moyenne, notamment dans l'ordre de 91%, alors que nous voulons atteindre 95, voire même 100% de couverture. Pour l'élimination de cette maladie d'ici 2020, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique multiplie les actions sur le terrain. Plusieurs campagnes de sensibilisation et de vaccination sont organisées à travers toutes les régions du pays. Pour harmoniser les techniques de l'éradication de la rougeole, la coordination du programme élargi de vaccination a réuni à Yamoussoukro les directeurs départementaux et régionaux ainsi que les partenaires. La rougeole est la vaccination qui se fait à 9 mois. Souvent les mamans, après les premières vaccinations qui finissent à 3 mois et demi, oublient de présenter les enfants à 9 mois. Et ce qui fait que nous n'avons pas de très bonnes couvertures. Les couvertures espérées en rougeole, nous ne les avons pas. Il s'agit pour les participants de faire le bilan des activités et donner les orientations opérationnelles pour la mise en œuvre des activités de surveillance. Pour une surveillance réussie, le coordinateur du programme élargi de vaccination a invité les parents à présenter leurs enfants aux agents vaccinateurs. Allons tout de suite au deuxième grand titre de cette édition. Le 14 mai dernier, les premiers ministres ivoiriens, maliens et burkinabés ont signé à Sikasso au Mali une déclaration créant la zone économique spéciale entre Korogo, Sikasso et Bobo-Dioulasso. Cette zone économique spéciale représente un modèle de développement tiré par les collectivités locales. Plus de détails avec Adam Koné. Sikasso, Bobo-Dioulasso, Korogo, symbole d'une micro-intégration entre le Mali, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Le triangle que représentent ces trois villes distantes de 178, 280 et 230 km est une opportunité qui n'échappe pas aux différents dirigeants. Il s'agit en effet de formuler ensemble un plan de développement et de coopération de la zone Sikobo, viable et mutuellement avantageux pour nos trois pays. Ce plan doit permettre, en outre, de fédérer toutes les initiatives envisagées en les intégrant dans un ensemble cohérent porté par nos gouvernements et nos collectivités territoriales.
La viabilité de cette zone doit reposer, en outre, sur le développement des infrastructures devant soutenir sa compétitivité au profit des entreprises du secteur privé appelées à y exercer. Si sociologiquement il est qualifié de bassin sénoufo, économiquement, les autorités entendent en faire un pôle de développement régional. Les idées existent, certaines infrastructures aussi. Nous sommes dès à présent disposés à mettre l'aéroport de Sikasso pour en faire un point d'exportation des produits saisonniers, qu'il s'agisse de la mangue, des fruits et légumes, de l'anacarde, et que demain, nous espérons que tous ces produits porteront un label Sikobo plutôt qu'un label Mali, Burkina ou Côte d'Ivoire. L'histoire retiendra que l'acte de naissance de cette zone économique spéciale a été signé le 14 mai à Sikasso. Ce que je retiens, c'est que l'Afrique commence à prendre conscience qu'elle-même peut être actrice de son destin. C'est extrêmement important et cette prise de conscience nous permettra de relever les différents défis qui se présentent à nous, qu'ils soient d'ordre économique, d'ordre sécuritaire, d'ordre commercial. Les dirigeants ont signé la déclaration de Sikasso. Il appartient aux populations d'en apprécier les futures retombées. Après la salle donc, nous sommes au marché de Sikasso. Les intérêts sont communs. Bon, moi, je crois que ce que Sikasso a peut donner à Koroko et ce que le Burkina Faso a peut donner à Sikasso. Le Mali, le Burkina, la Côte d'Ivoire, nous sommes des frères, on est des mêmes frères, on est des mêmes pays. Donc vraiment, on veut que toujours on ait qu'à faire échange de coopération commerciale. La ticket venait de la Côte d'Ivoire. Mais pour moi, ça n'était pas rentable. Alors j'achète le manioc et je fais la fabrication moi-même ici à Sikasso. 2 jours après, la ville de Korogo nous accueille. Jour de marché, c'est l'affluence. La décision prise à 230 km intéresse aussi les commerçants. Puisque ça me permet de vendre aussi moi mes marchandises à l'étranger. Notre produit aussi sera sur le marché international. Donc c'est un plaisir pour moi. Ça va envoyer un développement, puis de pouvoir vendre librement nos marchandises. Ici, les femmes de Korogo, nous souffrons beaucoup. S'il y a un accord comme ça, ça va nous faciliter la tâche. Ça va nous plaire beaucoup. On pourra aller faire les achats au Mali pour venir vendre ici, aller au Burkina, faire les achats, venir vendre. Moi-même, personnellement, je vais au Togo pour aller faire mes achats là-bas. Mais tout ça, là, ça ne m'arrange pas. Comme on le voit, les attentes sont à la hauteur de l'ambition du projet. Un projet qui expérimente une intégration de proximité, une intégration à échelle réduite. Nous faisons partie de ceux qui disent et qui croient depuis le début que le développement des pays africains va venir essentiellement, très probablement par le développement des collectivités territoriales. Aujourd'hui, les collectivités territoriales ont une marge de manœuvre qui est relativement faible en termes de développement et qui ne permettent pas aujourd'hui de les aider justement à créer ces liens-là, à se développer toutes seules de façon autonome. Les États centraux, et c'est le cas de la Côte d'Ivoire comme c'est le cas de tous les pays du monde, n'ont pas les moyens d'investir sur toute l'étendue du territoire. Donc naturellement, les initiatives comme celle de ces 3 villes, de ces 3 régions, à travers 3 pays de la région, je pense que c'est des initiatives qui vont être intéressantes à analyser. Mais l'approche est bonne, l'approche est novatrice. Comme tout projet, la réalisation de la zone économique spéciale doit supporter un coût. On va se heurter très vite aux moyens financiers. Naturellement, des zones économiques, il faut investir en infrastructure, il faut investir en logistique. Donc on va voir comment est-ce que tout ça va se mutualiser. D'ailleurs, c'est la volonté de mutualiser les efforts d'investissement entre ces 3 pays. Une préoccupation bien notée dans l'agenda des autorités. On a des productions en Côte d'Ivoire, on a des productions au Mali, on a des productions au Burkina. Il faudra regarder pour chacune de ces potentialités où est-ce que, de manière donc intelligente, nous devons installer telle ou telle infrastructure commune, parce que c'est là que ça a du sens. Donc c'est un travail d'étude qui doit être fait. Et quand on aura déterminé donc, tous les lieux où nous devons avoir les infrastructures donc, communes, nous verrons comment donc, les financer. Et c'est donc un processus qui est lancé à partir d'aujourd'hui. Alors c'est l'étude, une fois achevée, sous la conduite donc, de nos ministres de l'économie et des finances,
qui déterminera donc le coût. Au-delà du balafon, Sikasso, Bobo Dioulasso et Korogo jouent désormais de nouvelles notes. Des sonorités d'une coopération de proximité qui contribuerait à la prospérité des trois pays. Autre aspect de l'actualité, le Conseil régional de San Pedro offre du matériel roulant, du matériel de communication et de mobilier de bureau à la 5e Légion territoriale de gendarmerie qui est à San Pedro. Bien sûr, valeur du don 244 millions de francs CFA. Ces dons ont été réceptionnés par le ministre d'État, ministre de la Défense, Sam Konon. Le ministre d'État, ministre de la Défense à San Pedro pour la réception des dons. Après les honneurs militaires rendus par 4 détachements, un cap a été mis sur la 5e Légion territoriale de gendarmerie de Soweké, lieu de la cérémonie où l'attendaient les autorités de la ville, les opérateurs économiques, les chefs de commandement et la population, avec un accueil chaleureux. Il s'agit de la remise de matériel roulant, de matériel de communication et de matériel de bureau à la gendarmerie de San Pedro. À travers cette cérémonie de remise de matériel de sécurité, le Conseil régional de San Pedro contribue modestement au renforcement de la capacité opérationnelle de la gendarmerie et s'inscrit également dans votre dynamique et votre engagement au sein de votre ministère d'État. En réceptionnant les clés des 4 véhicules de type 4x4, les ordinateurs, les talkie-walkie, le mobilier des bureaux et les clés d'un poste de gendarmerie construit par le Conseil régional, le ministre d'État, ministre de la Défense, a salué l'acte posé par le président du Conseil régional. J'étais très surpris, très heureux et j'ai voulu, à travers ma présence, vous marquer toute ma satisfaction. Et vous dire tous les encouragements et les félicitations du président de la République. Quand je lui ai expliqué l'objet de ma visite, il m'a dit, vous allez donner des véhicules à San Pedro. Je lui ai dit, non, c'est San Pedro qui veut nous donner des véhicules. C'est la première fois qu'un responsable m'appelle et me dit, nous-mêmes, on va donner des voitures pour aider la gendarmerie, pour protéger nos populations. Et je voudrais le féliciter. Pour Ahmed Bakayoko, il faut continuer à œuvrer à l'amélioration des rapports gendarmerie-population. Veillez à ce que les populations ne souffrent pas de nos actions. Nous devons être le secours des populations. Quand un chef, une femme, un jeune voit un policier, un militaire ou un gendarme, il doit être rassuré. Il ne doit pas avoir peur. S'il a peur, c'est que nous avons échoué. Le ministre d'État, ministre de la Défense, a saisi l'occasion pour féliciter publiquement le préfet militaire Koulibaly Ousmane pour la sécurisation de San Pedro, deuxième pôle économique de Côte d'Ivoire. Le ministre des Infrastructures économiques, Amédée Kouakoukofi, lui, a effectué une visite sur l'AS PK 109 Gagnoa. Il est allé s'assurer de la bonne exécution des travaux de réhabilitation de l'axe. Francis Boafo. Axe PK 109 autoroute du Nord, Ndouci-Tiassali-Divo et Gagnoa. 167 km de voies à réhabiliter. Le taux de réalisation est de 8,30%. Pour un délai consommé de plus de 40%. Les travaux ont été réalisés sur plus de 15 km. Est-ce que vous êtes dans le temps? Il faut dire que nous sommes vraiment en retard. Ce retard s'explique, selon le ministre des Infrastructures économiques, en visite sur le terrain. On a quelques problèmes techniques sur les épaisseurs qu'il faut mettre en œuvre, sur la qualité donc, des matériaux qui doivent être mis en œuvre. Nous sommes en train de vérifier tout ça. Et maintenant, nous sommes en train de tomber sur les bonnes cadences. Si on tombe sur la bonne formule, le reste ça va pouvoir aller très vite. Mais nous voulons nous assurer que ce que nous allons mettre en œuvre puisse être quelque chose qui respecte l'ensemble des normes. Bien qu'en travaux, le trafic sur l'axe routier PK 109 Gagnoa est très dense. Un appel aux usagers de cette route pour dire que les travaux sont en cours. On ne peut pas fermer la circulation, donc il va y avoir une circulation alternée. Donc on leur demande de faire très attention à toutes les équipes qui travaillent. Ce travail qui est en train d'être fait, ça leur crée quelques désagréments pour l'instant. Mais ce travail, le chef de l'État le fait pour leur bonheur. La livraison du projet est annoncée pour 2020, puisque les travaux vont durer 36 mois.
L'incivisme des populations sur le cadre de vie contribue aux inondations lors des saisons de pluie. Cet incivisme se traduit par des constructions sur les canaux d'évacuation d'eau. Par ailleurs, des canaux souvent obstrués ou bouchés par les ordures ménagères. Les conséquences sont graves, pertes en vie humaine et d'importants dégâts matériels enregistrés chaque année. Le constat d'Amadou Ouattara Walter. En 2014, les inondations ont tué 23 personnes et provoqué de nombreux dégâts matériels rien qu'à Abidjan. Toutes les communes du district ont été touchées. Glissements de terrain, effondrements d'immeubles et inondations de quartiers entiers sont à craindre dès que la saison des pluies s'annonce. Malgré les efforts du gouvernement qui mène des campagnes de sensibilisation en invitant les populations à quitter les sites à risque et à avoir des comportements éco-citoyens, c'est chaque année le même scénario. En cause, bien souvent, les canaux d'évacuation obstrués par des déchets et des constructions anarchiques. L'eau est venue parce que la clôture bloquait l'eau et l'eau ne gagnait pas de passage. Donc il y a eu pression. Donc quand la clôture s'est cassée, ça envahit tout un coup tout le quartier. Et il n'y a plus de passage. Les déchets viennent colmater non seulement les dégrayeurs que nous avons mis en place, mais les ouvertures qui doivent permettre de conduire l'eau. L'eau monte et puis l'eau déborde et c'est ce que vous avez constaté. C'est un dysfonctionnement lié donc surtout à l'indiscipline, mais surtout au comportement donc, des populations. Un comportement incivique dénoncé par les populations elles-mêmes et par des autorités administratives. N'hésitez pas des autorités d'un caniveau, parce que ce sont ces caniveaux-là qui sont amenés à écouler les eaux de pluie. Et puis il faut nous constater aussi que les directives qui sont données par l'État de Côte d'Ivoire sont respectées. Il y va de la vie de la population. La population, vraiment de fait de sorte que pour garder au moins, de sauvegarder la ville. Chacun peut prendre la responsabilité sur lui-même et arranger ses saletés dans les poubelles, c'est mieux. Et si la multiplication et l'entretien des canaux d'évacuation étaient la clé pour lutter contre les inondations? Oui, effectivement. Pouvoir déboucher les caniveaux, ça pourra nous arranger bien sûr. Je mets que vraiment l'État met des ponts pour que vraiment la population puisse passer. Et puis le caniveau reste en bas et puis nous avons creuser encore des caniveaux encore. L'urbanisation de la ville d'Abidjan a été pensée vers 1933. Aujourd'hui, la population de la capitale économique a explosé. Ce plan d'urbanisation est-il adapté à cette réalité démographique? Elle est tout à fait autre chose à présent. L'opération de contrôle périodique des instruments de mesure dans le commerce suit son cours. Actuellement, les agents du ministère du Commerce sillonnent les commerces pour s'assurer que les transactions qui ont lieu dans les marchés et les différentes officines à travers des instruments de mesure sont empreints de transparence et de loyauté. Jean-Luc Gbangbo Kwame. Nous sommes à Trècheville. Dans sa petite boutique située à l'avenue 16, ce sont des clients peu ordinaires que reçoit Ahmed Aïdara ce matin. Relativement à votre boutique, on constate que vous avez une balance, une pompe à huile et des réfrigérateurs. Et donc nous allons faire des essais et c'est soumis à des redevances que vous devez payer. Jeannot Legris est contrôleur de prix au ministère du Commerce. Avec son équipe, il procède à un contrôle des instruments de mesure, une opération débutée depuis le 5 avril dernier. Nous avons deux types de stickers. Le sticker vert pour dire que l'instrument est exact et le sticker rouge pour dire que vous devez aller réparer votre instrument et revenir faire la vérification. Les instruments de Ahmed Aïdara, eux, sont déclarés conformes. Une conformité certifiée par la pose de cette étiquette verte. C'est très important pour nous parce que nous n'avons pas le matériel pour vérifier les appareils que nous avons, comme les réfrigérateurs, comme les pompes, comme les bascules. À chaque moment, quand ils nous font la visite périodique, ils nous mettent les points à faire, ils nous donnent des recommandations. L'équipe de Legris poursuit sa tournée. Dans son viseur, ce grand restaurant, toujours dans la commune de Trècheville. Tous les opérateurs qui ne vont pas faire vérifier leurs instruments de mesure vont subir une surveillance. On vient de façon inopinée avec les forces de l'ordre pour vérifier si vos instruments ont été soumis à la périodique. Quand on ne voit pas que vous ne détenez pas des stickers et de quittance de l'année 2018, on scelle votre instrument, on vous fait un procès verbal et vous payez des amendes à l'État de Côte d'Ivoire. L'opération de contrôle périodique des instruments de mesure concerne tous les commerces ouverts sur toute l'étendue du territoire national, comme ce grand supermarché en zone 4 à Magori. C'est une autre équipe de contrôleurs qui est à la manœuvre. Quand ce contrôle n'est pas fait, on ne sait pas si la balance est bonne ou pas.
et ça ne permet pas de savoir si l'opérateur est viable ou pas. Il peut être de mauvaise foi et vous donner la quantité qui ne correspond pas à la quantité demandée ou achetée. Vérifier la fiabilité et la conformité des instruments de mesure utilisés dans toutes les transactions commerciales, mais également renforcer la confiance entre commerçants et consommateurs. Tel est le but de cette campagne qui prend fin le 5 août prochain. Il faut rappeler qu'en 2017, ce sont plus de 130 000 instruments de mesure qui ont fait l'objet de contrôles. 308 parmi eux ont été jugés non conformes et retirés du marché. Rendons-nous maintenant à Bouaké où le centre de recherche d'Africa Rice dans la région de Bouaké a servi de cadre aux travaux de renforcement de capacité des producteurs de semences de riz. Objectif, leur permettre de professionnaliser leur métier pour une production de semences de riz de qualité. Charles Tatou, RTI Bouaké. 1 900 000 tonnes, telle est la production à atteindre par la Côte d'Ivoire pour son autosuffisance en riz. Mais des difficultés constatées pourraient empêcher la réalisation de ce tonnage, notamment la mauvaise qualité de la production de semences de riz, les lacunes de certains semenciers dans la technique culturelle et les maladies de riz. Depuis 2012 jusqu'à 2017, nous nous sommes rendus compte que les producteurs ont un savoir-faire, mais il y avait des aspects qu'il fallait renforcer. L'opération post-récolte, c'était même le problème ici en Côte d'Ivoire. Par exemple, quelqu'un peut faire une bonne semence, mais il ne cherche pas ça bien. Ce qui est unique avec la semence, c'est qu'elle est vivante. Pallier tous ces défauts, c'est le sens de cette formation qui a réuni chercheurs, utilisateurs des résultats de recherche et producteurs de semences de riz. Une formation théorique, mais aussi pratique, avec la visite de la banque de gènes d'Africa Rice. La semence, c'est un très bon moyen de véhiculer des maladies. Donc, l'idée de cette formation, c'est de former les gens aux pratiques, je dirais, les plus modernes de production de semences. Ces pratiques incluent l'identification et le contrôle des maladies. On a 400 hectares aménagés et irrigués, 5 tonnes à l'hectare. Donc on a près de 2000 tonnes de production de paddy chaque cycle. Quand on a baissé, on a à moitié de la production. Avec cette formation, les producteurs ivoiriens de semences de riz pourront certainement permettre au pays de gagner le pari de l'autosuffisance en riz avec une plus grande production de riz de meilleure qualité. Voilà, et pourquoi pas la culture du riz pour apporter une solution à la question de l'emploi des jeunes de la région du Sud Komoué. En attendant, le ministre des Affaires étrangères, Marcel Montano, originaire de la région, met à leur disposition un fonds d'appui à hauteur de 70 millions de francs CFA. L'annonce a été faite lors de la cérémonie d'investiture des présidents du Conseil national des jeunes du Sud Komoué tenue à Boisseau. Salimatou Dia, Franck Kouadio. La question de l'emploi des jeunes du Sud Komoué préoccupe les cadres de la région. Le ministre des Affaires étrangères met à la disposition de la jeunesse, réunie au sein du Conseil national des jeunes du Sud Komoué, un fonds d'aide de 70 millions de francs CFA afin de réaliser les activités génératrices de revenus. Des jeunes diplômés aujourd'hui, il y en a beaucoup, mais le secteur public ou le secteur privé n'arrive plus à pourvoir aux emplois en nombre suffisant pour ces jeunes. Donc il faut que ces jeunes-là fassent preuve d'initiative, d'audace, qu'ils prennent des risques, mais il faut que nous les accompagnions. Une main tendue que les présidents du Conseil national des jeunes du Sud Komoué investis acceptent. Nous avons commencé à travailler sur le volet technique en nous appuyant sur les compétences des sous de l'État, telles que l'AEJ et la direction de la jeunesse. À cet effet, nous sommes prêts à lui présenter le cadre technique sur lequel nous voulons travailler, montrer le dynamisme de la jeunesse du Sud Komoué sur l'utilisation de ces fonds. Le président du Conseil régional du Sud Komoué encourage d'autres cadres de la région à suivre cet exemple pour la création d'emplois en faveur des jeunes. Le développement ne peut pas être l'affaire d'une seule personne ou même d'une telle structure. Ça doit être un moyen de mettre tous les efforts ensemble pour pouvoir faire le maximum. De 2012 à 2017, plus de 1300 jeunes ont été introduits dans les activités économiques du Sud Komoué, selon le président du conseil régional. Avec ce fonds d'aide, les jeunes sont appelés au travail afin de mener à bien leurs projets de développement.
Un mot de religion à la faveur de la Pentecôte. 63 nouveaux pasteurs de l'église CMA ont été consacrés à Yamoussoukro. C'est un commentaire de Chantal Eouma. Ils sont des appelés de Dieu et prêts à aller partout pour enseigner la bonne nouvelle. Au nombre de 63, dont 3 femmes, ces nouveaux pasteurs, en cette fête de Pentecôte, ont été consacrés. Ils viennent grossir le nombre de serviteurs de Dieu de l'église CMA Côte d'Ivoire. À la cérémonie de consécration, ils ont été invités à être de véritables bergers au service des brebis dont ils ont la charge. À ces serviteurs que voici, nous leur demandons de répondre vraiment à l'appellation qui leur est donnée. Chrétiens, les petits Christ, pour qu'ils soient des modèles à suivre dans notre monde. En recevant leurs attributs de consécration, les 63 pasteurs ont pris l'engagement de servir Dieu avec dévotion et demeurer des modèles dans la société. Nous avons passé pratiquement 10 ans de formation, plus pour certains. Et aujourd'hui, l'engagement que nous avons pris devant le Seigneur, cet engagement-là est démontré publiquement. Et l'acte que nous venons de poser nous ouvre les portes pleinement au ministère. Nous sommes là pour apporter notre contribution en tant que serviteurs de Dieu ou servantes de Dieu, pour que le monde qui ne connaît pas Jésus puisse connaître Jésus. Investis de cette nouvelle responsabilité par l'Église CMA, ces hommes de Dieu consacrés devront aussi aider à corriger les impairs et déviations dans notre société. Une tâche possible grâce au soutien de l'Esprit Saint descendu sur les apôtres à la Pentecôte. La 10e édition du SILA, le Salon international du livre d'Abidjan, a refermé ses portes. Elle a été marquée par une forte fréquentation des stands par le public et une participation remarquable des écoles. Franck Kouadio. Une dédicace du dernier ouvrage qui lui reste. Crépin Conan, jeune auteur, a des raisons d'être satisfait. Ce 10e SILA ouvre de bonnes perspectives. Déjà très beau parce qu'il y a eu beaucoup de visiteurs. Et les différents prix qu'ont reçus les auteurs nous encouragent les jeunes à plus nous lancer. Dans la salle d'exposition d'autres néophytes, Yoa Kone a écrit sur le mariage traditionnel en pays Tagbana. Le thème du salon, le livre, vecteur des identités culturelles, et moi mon livre qui parle de la culture tagbana en matière de mariage, je me suis dit c'est une occasion, il faut que je participe à ce salon, même si c'est mon premier ouvrage. Des moins connus à d'autres plus expérimentés, à l'image de Henri Djongbo, invité spécial. Le ministre congolais de l'Agriculture, qui est aussi écrivain, est venu côtoyer ses pairs ivoiriens du livre. D'être là et de pouvoir échanger avec les uns et les autres, de pouvoir esquisser l'avenir du livre en Afrique. Présentation et dédicace de livres, échanges et partages et des leçons diverses pour auteurs, écrivains, éditeurs, libraires et imprimeurs. Ça fait connaître la Côte d'Ivoire, la culture de la Côte d'Ivoire et alors je demande que ça continue et que ça s'améliore. Je tiens dans un salon du livre, c'est la faculté, la possibilité qui est offerte aux professionnels du livre de se rencontrer. Je fais venir Véronique Tadjo de Londres qui a effectué de très très belles dédicaces et également un autre auteur qui est venu de Lomé et bien sûr les auteurs ivoiriens qui étaient présents et ça a été véritablement une très belle réussite. Nous sommes en symbiose, les éditeurs, les écrivains et les libraires. Seulement on aurait voulu qu'il y ait plus de librairies. Une des choses que nous avons décidé de faire depuis l'édition 2016, c'était d'avoir un abattement de 20% sur le prix des livres. Donc les livres sont vendus avec une bonne remise qui part de 20 à 50%. Une chose à retenir, le Salon international du livre édition 2018 a tenu toutes ses promesses selon les initiateurs. Nous avons pu enregistrer la participation d'un peu plus de 150 000 visiteurs sur les 5 jours. Nous avons pu aussi écouler 5 000 livres vendus donc sur ces 5 jours de salon, représentant à peu près 30 millions de chiffres d'affaires réalisés au cours de ce salon. Donc ce sont des performances que nous saluons. Occasion donc pour Henri Nkumo, directeur du livre, au nom de la tutelle, de féliciter et encourager les acteurs du livre et entrevoir même le prochain objectif. Il faut souhaiter que pour l'année prochaine, nous soyons un peu plus gourmands et que le cap des 200 000 visiteurs
soit atteint. Le SILA 2018 referme donc ses portes. Après les États-Unis cette année, la France sera le prochain pays invité d'honneur. Voilà, pour terminer, sachez que le chef de l'État sortant du Venezuela, Nicolas Maduro, a été déclaré hier dimanche vainqueur de la présidentielle par l'autorité électorale avec près de 70% des suffrages après le dépouillement de la quasi-totalité des bulletins de vote. Le président socialiste sortant remporte précisément 67,7% des votes contre 21,2% à son principal adversaire Henri Falcon, qui a rejeté le processus électoral qu'il juge illégitime et exige un nouveau scrutin avant la fin de l'année. Voilà, c'est la fin de cette édition supervisée par Hugues Hervé Blé. Merci aux techniciens, merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur RTI 1.